j'ai bien conscience que entre vous et le week-end, il y a moi. J'en suis désolé, je vais essayer de faire vite. Et donc, oui, alors je vais effectivement, donc je suis Stéphane Canu, je suis prof donc à l'INSA de Rouen, donc Machine Learning, en Normandie. Je fais ma recherche au LITIS. Et donc c'est à mi-temps, l'autre mi-temps, je travaille au ministère de la Recherche, je suis conseiller sur l'IA. Et je travaille en Normandie. Et donc en discutant avec mes concitoyens normands, est sortie une idée de faire une IA normande, donc qui s'appelle Eulcat, mais chez nous on dit Eulka, ça veut dire le chat en normand. Voilà. Et donc, et l'idée derrière, c'était cette idée de souveraineté, dont je vais essayer de vous parler un petit peu en préambule. Qu'est-ce que ça veut dire une IA souveraine? Donc pour ça, il faut faire un peu d'histoire. Et je vais vous ramener au siècle dernier, en 96. Donc, première régulation de l'IA, il y a une loi aux États-Unis qui essaye de faire passer une loi, enfin qui a été votée d'ailleurs, qui essaye de censurer, de censurer les contenus offensants déjà et pornographiques. Je crois qu'il proposait de taxer, enfin de punir une amende de 250 000 $ l'usage de gros mots sur Internet. C'est Al Gore qui portait sous la présidence de Clinton. On est en 96, et donc c'est siècle dernier, quoi. Et donc le lendemain de ça, à Davos, donc un gars qui s'appelait John Perry Barlow, qui écrivait, je crois, il écrivait les paroles de musique pour un groupe rock de l'époque, le Grateful Dead, pour ceux qui connaissent. Et ben lui, il a fait la déclaration d'indépendance d'Internet, et il a dit au gouvernement, vous n'avez aucun droit de souveraineté sur l'Internet qui est à nous. Partez d'ici, quittez-nous, on ne veut plus vous voir. Et donc, s'en est suivi toute une campagne de presse. Donc, lui était plutôt libertarien, du côté, son point de vue politique, il faut dire ce qu'il y a quand même. Mais donc, il s'en est suivi toute une campagne de presse qui a débouché sur un arrêt de la Cour suprême qui a jugé incompatible le Telecommunication Act avec la Constitution américaine. Donc, liberté d'expression, Internet devait être une république libre, enfin pas une république, mais on va dire le cyberespace devait être libre, sans souveraineté en tout cas, aucune souveraineté sur l'État. Donc, ouais, super, on a gagné, pas de souveraineté, c'est autre chose, on est libre et tout, quoi. Mais en fait, derrière notre dos, les États ont dit, ouais, tout ça, c'est bien beau, mais ils ont fait des petites lois discretos, donc notamment aux États-Unis, la section 702 du Foreign Intelligence Service, qui a permis la mise en œuvre de programmes que vous connaissez sans doute, magnifiques, Prism et Tempora. Donc en gros, Prism, c'est tiens, donne-moi tout ce que tu as sur le disque dur, je vais le garder, puis je vais regarder ce qu'il y a dedans. Donc on va aller fouiller directement les disques durs de tous les data centers, de tous les providers de données. Et Tempora, c'est encore plus malin, on surveille ce qui se passe sur les réseaux et on pompe tout ce qu'il y a sur les réseaux pour pouvoir les analyser. Donc, alors il y avait un truc rigolo, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de surveiller les gens. Donc en fait, c'est Tempora au UK qui prenait toutes les données et qui les retransmettait aux États-Unis pour être conforme à la légalité. Bon, bref. Et donc tout ça s'est fait dans le brouillard jusqu'en 2013, où Edward Snowden donc, se sauve à Hong Kong avec des dizaines de milliers de documents qu'il va rendre publics quelques jours plus tard. C'est le Washington Post et le Guardian en Angleterre qui ont eu le prix Pulitzer l'année suivante pour ces révélations et qui nous avortent que finalement les États nous surveillent et regardent un peu tout ce qu'on doit faire. Donc Snowden, lui, il a eu l'asile en Russie, je crois qu'il a la citoyenneté russe maintenant, et il est toujours poursuivi aux États-Unis, il n'a pas le droit de quitter la Russie. Donc Internet était souverain, mais en fait il ne l'était plus, puisqu'on était surveillé. Donc voilà, et alors tout ça, ça a continué encore plus fort, puisqu'en fait on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle donc la splitternet, ou l'internet, la balkanisation de l'internet, où chaque pays, où chaque entité finalement a son internet qui peut faire vivre de son côté. Bon, évidemment, c'est la Chine. En fait, vous savez, les Chinois n'ont pas le même TikTok que nous.
ils savent bien. Ils ont réinventé plein de choses en local. Alors, ce qui est assez étrange, moi, quand j'étais en Chine, la première chose qu'on m'a dit, c'est « mais fais un VPN pour avoir accès à tes trucs ». Donc, ils savent le passer outre, mais légalement, on n'a pas le droit. C'est un peu un truc bizarre. Voilà. Alors, du côté de la Russie, alors là, ça a été encore plus violent. Ils ont fait Rusnet, c'est-à-dire qu'ils ont placé, alors si j'ai bien compris, dans tous les data centers, il y a un dispositif qui a été mis pour pouvoir couper le data center de l'étranger et de garder qu'un truc russe, quoi. Et donc, alors ils ont été obligés de mettre ça sous clé avec des clés spéciaux, parce que vous connaissez la Russie. Ouais, mais non, mais donne-moi les clés, parce que moi, j'ai le droit. Enfin, voilà, donc c'est quand même assez étrange. Et en fait, en tout cas, tout ça a été activé partiellement en 2022, lors de l'attaque contre l'Ukraine, avec les cyberattaques associées. Donc, vous vous souvenez du blocage des terminaux Viasat par la Russie, donc qui a impliqué toute l'Europe, parce que nous aussi, les gens qui avaient des terminaux, tous ces terminaux ont été attaqués. Donc ça, c'est la balkanisation, mais aussi après l'utilisation de l'Internet comme arme offensive aussi. Donc je cite l'opération RRN, donc Reliable Recent News au Mali, donc en Afrique centrale et Burkina Faso. Donc c'était diffusion massive de fake news pour discréditer donc la France, et puis pro-Wagner à l'époque, et pro maintenant ça s'appelle la Russie Corp, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, l'Africa Corp russe, bref, je ne suis pas très bien, voilà. Et puis plus récemment, donc on a tous vu qu'il y a eu un blocage de l'Internet iranien lors donc des manifestations, donc en janvier dernier, ça date de moins d'un mois. Donc on voit qu'en fait chaque État maintenant veut avoir la main sur son Internet, peut pouvoir le couper, peut pouvoir utiliser Internet comme pour se défendre, pour attaquer, donc c'est devenu un outil de souveraineté majeur. Voilà, donc voyant ça, on s'est posé la question, mais nous, région normande, quelle est notre souveraineté numérique par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on doit rester à rien faire, ou prendre conscience de l'importance de la région au niveau, et de traduire cette importance ou cette culture ou cet état au niveau numérique, et donc affirmer une identité normande, et donc revendiquer un certain nombre de communs à mettre à disposition en fait non seulement de la communauté normande, mais aussi de revendiquer ça au monde entier qui voudrait nous suivre. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'être normand? Donc quelques petits exemples. Donc si on demande en fait un navigateur, un moteur d'IA, des informations, alors on peut le faire sur la nourriture, sur différents sujets. Là, on l'a fait sur des musiques pour créer une Fiat médiévale, donc il nous donne des bonnes suggestions. Mais nous, on voudrait des suggestions qui soient normandes, qui représentent en fait notre culture et ce qu'on est. Voilà, on peut aussi avoir des idées de cadeaux de Noël. Mais si on est en Normandie, autant qu'on recommande en fait des boutiques de Normandie, des choses qui se passent dans la région, qu'on puisse valoriser en fait ce qu'on est et ce qu'on veut. En fait, ces JA générales, elles n'ont rien à faire de tout ça. Elle va vous dire, va acheter chez Amazon. Nous, on dit, va te promener rue du Gros, va acheter à Rouen, ça sera bien plus sympa. Et voilà les valeurs qu'on veut défendre à travers cette approche. Voilà. Donc la mission, valoriser le patrimoine culturel, historique et linguistique. Donc ça, c'est aussi un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, on peut parler aux IA, mais vous allez au fin fond du Pays de Caux, les gars qui parlent avec l'accent au couteau des gars du Pays de Caux, déjà moi je ne comprends pas, mais les IA ne comprennent pas non plus. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est la rendre aussi accessible à ces gens par des interfaces qui permettent de comprendre en fait, donc on parle de patois normand, c'est parler normand avec les accents et les mots bizarres qui sont utilisés, comme le cas, le chat. Voilà. Donc aussi donc linguistique, mais économique. Et donc pour ça, on veut développer une IA spécifique basée sur des IA normandes. Et donc ce projet, on l'a monté avec la région, et qui nous a financé à travers donc un fonds FEDER, donc c'est l'Europe qui nous finance indirectement via la région pour développer en fait ce projet. Bon, pas mal. Donc les objectifs, donc on l'a vu, c'est culturel, mais aussi donc ce qu'on veut, c'est à travers l'outil cultiver, enfin donner une acculturation à tous les gens à l'IA en Normandie principalement, donc sensibiliser le public, former à l'IA.
renforcer l'attractivité de la région, attractivité économique, démontrer le savoir-faire, on va voir qu'on collabore avec des entreprises normandes, et valoriser notre patrimoine culturel et économique, faire connaître la région, et développer sa visibilité. Donc on vise à offrir des accès à des informations fiables et contextualisées. Donc en Normandie, il y a une base de données qui répertorie, qui est mise à jour de tous les événements qu'il y a en Normandie. Donc nous, on accède à la base de données, on essaye de la remettre dans le 4 pour ensuite, quand vous demandez, bah, tiens, est-ce qu'il y a des sorties dans l'Orne? Bah oui, il y a tel truc et tel machin, et on veut être précis sur ces données. Donc qui ne sont pas facilement accessibles. Donc une interface accessible qui rend accessibles les données spécifiques normandes. Donc les valeurs, UNIA normande, source de données normande, archives, base de données, données ouvertes. Ce qu'on a fait. Donc on cherche à être innovant. Donc c'est un projet aussi d'innovation et de recherche. On va le voir, il y a différents aspects qu'on cherche à améliorer. Et on cherche aussi à améliorer en continu avec donc, ce partenariat public-privé. Donc on veut une IA responsable et inclusive. Donc on cherche à modérer les réponses. On utilise des données libres de droit. Et on essaie de contrôler notre impact environnemental et garantir la sécurité des données, parce qu'on va stocker les données des utilisateurs, on se donne une date pour les utiliser. Donc on essaie d'être transparent, on se fait aider par un cabinet juridique sur ces aspects, parce que c'est compliqué. Et souveraine, donc sur des données normandes, mais aussi, vous allez voir, elle tourne sur une infrastructure locale, donc tout se passe en Normandie. Donc si on est coupé du monde, on pourra toujours continuer à fonctionner normalement. Notre IA normande souveraine pourra continuer à fonctionner. Donc pour ça, on a construit un partenariat public-privé. Donc on travaille avec 2 entreprises normandes, donc Red Lab, donc, et puis Just AI. Donc en fait, nous, on est, je suis prof dans une école d'ingénieurs, donc je sais faire de la recherche, je forme des ingénieurs, mais je sais, il y a plein de trucs informatiques que je ne sais pas faire. Donc c'est bien d'être aussi en partenariat avec des entreprises privées qui vont savoir développer des outils informatiques aux standards industriels. Et notre but, nous, c'est faire de la recherche, les tirer vers le haut, les challenger au niveau des nouvelles infrastructures. Ça, c'est ce qu'on fait, nous. Et on travaille avec le CRIAN, qui est le centre régional d'informatique, donc qui, lui, va nous fournir les infrastructures matérielles pour faire tourner l'affaire et pour que tout ça puisse fonctionner correctement. Donc, en gros, nous, on fait la recherche, l'innovation, on tire tout le monde vers le haut. Red Lab, Just AI, ils font les développements, ils se mettent d'accord, et tout ça fonctionne sur le CRIAN, qui est l'infrastructure matérielle qui supporte, en fait, ce projet. Alors, donc j'en ai parlé un peu, on va essayer de le voir un peu. Attends, je vais sortir l'heure pour voir un peu combien il reste avant le week-end. Voilà. Alors voilà comment ça se présente, le 4. Bon, il y a quelques petites modifications, mais je pense qu'on le voit un peu globalement dans le projet. Est-ce que j'ai un petit... Il n'y a pas un laser là-dessus? Toc. Non, je ne sais pas. Ah oui, merci. Regarde, hop. Non, je ne le vois pas. Ah si, il est là. Ok, donc il y a quelques trucs pour savoir si vous voulez avoir des infos sur le projet. Et donc vous avez une barre dans laquelle vous pouvez rentrer. Donc on a prévu un truc pour chatter. Donc pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Alors on a commencé le projet a commencé en septembre. Donc on développe une première version, je vous montrerai tout à l'heure. Il est où mon gars? Je ne le retrouve pas. Ok, il est là. Donc là on peut chatter. Et puis on a développé un certain nombre d'agents spécialisés en fait, qui sont liés à certaines bases de données. Donc, par exemple, on a téléchargé des bases de données sur l'architecture normande. Eh bien, l'interface avec cette architecture, on l'a fait à travers un personnage qui s'appelle Hugo.ia. Et là, c'est Mathilde, c'est plutôt tout ce qui est le tourisme. Donc, il a accès à cette base de données. Donc, si on pose des questions architecturales à lui, comme il a accès à la base de données, normalement, il devrait donner des réponses plus fiables et meilleures que donc, les gros. Je dis normalement parce que ils sont quand même assez forts. Hein. Donc, il faut qu'on travaille dur, mais on a du temps, on commence et on y va, on y croit. Voilà, donc ces agents qui valorisent le patrimoine, donc vous voyez un certain nombre, donc ils sont spécialisés, donc, et chacun est associé en fait à des bases de données spécifiques. Donc vous avez vu Mathilde par exemple qui fait la promotion d'événements, elle est basée sur la base de données des événements. Donc Alban il fait l'architecture, il est basé sur les données architecturales. Donc en fonction des données on spécialise les données, parce que donc vous savez un des problèmes de l'IA c'est vraiment quand on pose des questions, en général on a accès à tout. Donc là en les spécialisant on sait exactement quel type de données auxquelles on a accès
Et donc, on va travailler sur ces données spécifiquement. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui peut utiliser EUL4 pour l'instant? Eh bien, si vous voulez utiliser EUL4, vous pouvez envoyer un mail à projet-eulcat@insee-ron.fr. Et si on vous aime bien, on vous donnera l'accès comme bêta-testeur. Voilà ce qu'on essaie de faire pour l'instant. Donc, c'est fermé. On fait attention à ce qu'on fait. On travaille petit à petit, mais on veut travailler avec un certain nombre de gens pour tester notre visite. Alors, donc, le 12, c'est jeudi prochain. On a l'inauguration officielle du projet qui va être dans le cadre d'une exposition qui aura lieu en Normandie. Mais pour l'instant, on a juste un terminal qui va donner accès au système, donc ce qui nous permet de contrôler déjà les accès et ce qui nous permet aussi de ne pas faire face à ce qu'on ne sait pas très bien faire, c'est-à-dire la montée en charge. Parce qu'à partir du moment où le projet marche bien, si on le donnait accès à tout le monde, ce n'est pas un seul serveur qu'on doit avoir derrière, mais toute une infrastructure, donc chose qui est compliquée et qu'on ne veut pas aborder pour l'instant. Et donc le but de l'exposition, c'est de démontrer le savoir-faire, mais aussi d'avoir une première interaction avec le public, de comprendre les questions que pose le public et d'améliorer notre système en fonction des questions qui nous sont posées, de les prendre en compte et d'améliorer sans arrêt en fait, la qualité du système. Voilà, donc aussi, donc on va développer le projet, donc j'en reparlerai. Et puis, donc ce qu'on voudrait, c'est en 2017, c'est d'avoir une interface et une appli qu'on pourrait télécharger sur le téléphone et qui pourrait fonctionner, comme aujourd'hui, on a OpenAI et Mistral le chat sur le téléphone, bah, on aurait aussi le 4 pour avoir son IA normande si on a des questions à poser sur la Normandie. Alors, donc, le développement du projet, donc là, on finit, donc on est en train d'installer la première version d'une architecture. Donc, qui est une architecture simple, je vais vous la présenter avec donc, ce qu'on appelle un RAG, ce qui permet justement d'avoir accès à ces données. Donc là, on commence à travailler sur l'intégration des graphes de connaissances pour améliorer justement la perception du contexte. J'essaierai de vous expliquer ça. Et on va avoir un stage qui va commencer sur l'intégration des parlers normands. Voilà, donc la compréhension, c'est une chose, ça c'est bien, mais du coup, si on veut faire de la synthèse, on aura peut-être un problème, je ne sais pas comment on va faire pour légaliser notre synthèse de voix normande. Voilà, donc, et on veut aussi donc, intégrer un système de collecte des données. En fait, la question qu'on se pose, c'est au-delà des données ouvertes qu'on peut avoir, qu'est-ce que c'est qu'une donnée normande? Quels sont les sites web qui parlent de la Normandie? Et répertorier en fait l'ensemble des données qui traitent de la Normandie. Donc on va essayer d'aller faire une captation des données, j'espère légale, de tout ce qui parle de la Normandie. Voilà. Donc ensuite, on continue à travailler en continu. Je dis nouveau cas d'usage. Bien, c'est en fonction des bases de données qu'on peut récupérer, des discussions avec les uns et les autres. On va créer de nouveaux agents spécialisés sur ces bases de données. Et puis 2027, c'est la montée en charge. Donc c'est donc le déploiement massif quand ça marchera bien. Voilà. Alors, à chaque fois, à chaque étape, notre préoccupation, c'est comprendre les besoins des clients en Normandie, des usagers du système, et c'est maintenir et développer l'enrichissement des données normandes. En permanence, on est en contact avec des gens qui nous donnent des jeux de données. Là, dernièrement, on était avec un gars qui est un historien, qui a une base de données incroyable, mais c'est que des fichiers HTML, c'est n'importe comment. Donc, il faut qu'on récupère ces données, qu'on les pré-traite, qu'on les mâche et qu'on les rend accessibles au système. Voilà, et donc, une fois qu'on a ça, on a un historien et on continue, on discute avec des géographes, on discute avec des gens pour récupérer tout un tas de données, parce qu'il existe énormément de données, en fait. Plus on travaille, plus on se rend compte qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais il y a ci, il y a ça, etc. » Voilà, ça, c'est assez sympa. OK. Alors, ces données, je vous en donne un exemple précis. Donc, je vous ai parlé des données du tourisme. Donc, là-bas, les documents architecturaux, c'est une source qui s'appelle Gertrude. Et on a été aussi récupérer toutes les données de l'INSEE qui parlaient de la Normandie, qui sont publiques. Voilà, ça c'est un ensemble de données. Et puis on travaille donc sur les données linguistiques. Donc il faut savoir qu'en Normandie, il y a 2 associations qui s'occupent du normand. Et donc évidemment, elles s'entendent moyennement. Enfin, il y en a qui disent que le normand c'est une langue, et les autres ils disent ben non, c'est des patois. Et ils se fâchent. Et on essaie de travailler avec les deux. Bon, c'est la vie de la recherche. Tout ça. Alors, et l'IA dans tout ça, comment on fait l'IA, nous, là-dedans? Alors, donc un petit historique, en fait, de comment on voit la timeline de l'IA depuis 2020.
peut-être un peu avant, hein. Donc 2017, il y a le papier sur les transformers, vous le connaissez tous. 2020, Chinchillalo, les lois d'échelle, premier GPT, on sait que plus on va être gros, plus ça va. Et puis 2022, novembre, sort ChatGPT, donc qui est le grand modèle de langage, plus le post-traitement, c'est la phase de dressage, hein. C'est des apprentissages par renforcement, vous savez, qui crée, qui crée le comportement du réseau qu'on utilise aujourd'hui pour affiner, pour créer les chaînes de pensée, chain of thought, et donc les modes de raisonnement qui copient en fait les raisonnements de ce qui se passe dans certains endroits. Donc ces développements, donc on n'a que le modèle, et puis donc, très rapidement, j'ai mis 2024, mais en fait dès 2023 sont apparus des RAG, donc c'était de la recherche d'informations augmentée, et donc c'était l'idée que pour construire la réponse du modèle, donc du grand modèle de langage, du LLM, on pouvait aller chercher des données en fait à part et les associer en fait au prompt pour en fait fournir la question et partie de réponse au LLM qui allait donner la réponse. Donc nous, c'est le mécanisme qui va nous intéresser, puisqu'en fait on va avoir une question. Face à cette question, on va aller rechercher dans nos bases de données des éléments de réponse, et c'est cette question plus les éléments de réponse qu'on va fournir, qu'on appelle un contexte, qu'on va fournir au réseau pour fournir une réponse précise, puisque dans la question, on aura déjà partiellement donné la réponse. Et puis, vous avez vu l'an dernier, ont commencé à apparaître donc, ce qu'on appelle les IA agentiques, donc on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, ça s'appelle Open Cloud, vous savez, donc l'agent qu'on peut installer sur sa machine et qui peut travailler à notre place. Donc le collègue, il a dit que c'était un Reddit des IA. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois comme un Siri sur ma machine. En fait, moi, j'ai besoin sur ma machine, je demande plein de trucs et je veux un Siri qui marche. Et là, si Open Cloud, c'est un Siri qui marche, je serais très content. Parce qu'il y a plein de trucs que je voudrais faire sur ma machine que je n'arrive pas à faire. Je voulais effacer des fichiers. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Et je ne connais pas la doc. Et donc, je suis preneur d'une IA qui m'aiderait. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, une IA agentique? Ça veut dire que finalement, quand un prompt va arriver, il va tomber sur un agent qui va essayer de l'analyser. Et le but de cet agent, c'est de définir un ensemble d'actions qu'on va exécuter pour répondre à la question qui est posée dans le prompt. Et donc ça, c'est une version dont, par exemple, aller rechercher dans la base de données qui va bien les informations. Mais au lieu de pré-calculer un flux de données, on va laisser le système libre de déterminer lui-même le flux de données qu'il va devoir déterminer pour répondre à la question. Donc sachant qu'il doit le faire dans un temps réduit, et ça c'est une vraie question. Voilà. Alors est-ce que 2026 sera l'année des world models? Peut-être un peu tôt encore pour avoir de vraies ruptures dans ce domaine. Moi je pense que l'année 26, ça sera l'année des véhicules autonomes plutôt, on n'en a pas parlé encore, mais c'est un autre métier qui a du mal à se faire, enfin c'est des chauffeurs de taxi, c'est pas joué pour eux, mais ça va se déployer massivement encore, enfin pas complètement, mais beaucoup plus que l'année 25, l'année 26, beaucoup de véhicules autonomes. Ça c'est mon petit pari. Voilà. Alors, l'architecture technique de Hellcat, voilà, on peut dire que on a, je vais reprendre mon petit toc, voilà, on a un utilisateur qui fait un texte, un prompt, qui rentre dans le LLM. Nous, on a voulu avoir un outil de modération, donc qui va faire attention à ce que sort le LLM pour pas que ça soit trop des bêtises, et qui va donner une réponse texte. Ça, c'est la vision 2022 OpenAI, le premier système en fait de génération. Mais à côté, on a tout un tas de données. Vous avez vu des bases de données, des données normandes qu'on veut valoriser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À partir de ces données, on va les pré-traiter. Et on va donc extraire de ces données un graphe de connaissances et on va utiliser un réseau de neurones qu'on appelle un encodeur qui va permettre de stocker en fait des parties de cette base de données dans une autre base de données qui s'appelle QDrank. Et les bouts de ces données, les chunks plus des graphes de connaissances associés, c'est ce qu'on a appelé un contexte. Et on va stocker ici, transformer nos données en un ensemble de contextes potentiels. Ensuite, l'utilisateur fait son prompt toujours. Mais son prompt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par un encodeur qui va permettre de rechercher dans le contexte les réponses qui correspondent à sa question. Et on va associer à ce prompt le contexte et on va créer prompt plus contexte qui va rentrer dans le LLM modération pour construire la réponse. Donc en fait là, on voit que la réponse va utiliser un contexte qui vient de l'utilisateur. Là, ce qui est important à savoir, c'est que dans ce schéma, en fait, il y a deux types de réseaux de neurones. Il y a le LLM qui génère les questions. Lui,
vous le connaissez, mais il y a un autre gars qui s'appelle l'encodeur, qui en fait va prendre du texte ou des bouts de texte et les vectoriser, créer un vecteur, une représentation pour chacun des bouts de texte. Et donc, la question, c'est quel type d'encodeur on utilise. Quand on fait un prompt, on va générer aussi un encodage du prompt, donc généralement en le transformant un petit peu pour que ça ressemble au contexte. Et ensuite, on va essayer d'associer l'encodage du prompt avec l'encodage des documents pour retrouver parmi les documents ceux qui ressemblent le plus au prompt. Donc ça, c'est l'aspect RAG qui va nous permettre. Et donc, on essaye de coupler ces distances avec des graphes de connaissances pour enrichir le contexte et que le contexte soit pertinent. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire des réponses aux questions qui sont posées. Donc c'est l'aspect RAG, l'aspect technique. On a deux chaînes. Donc une chaîne d'encodage qu'on a déjà fait, on l'a faite en novembre. Et là, on a une chaîne d'exploitation qu'on met en œuvre maintenant, qui est la chaîne du bas, qui est la chaîne de fonctionnement du système. Alors, où est la Normandie dans tout ça? Donc la première Normandie, je dirais, c'est le prompt système. Ici, ce LLM, il fonctionne si vous posez une question, mais en fait, caché derrière, il y a un prompt système qui lui dit qui il est, en fait. Et donc, lui, on dit, bah, attends, toi, tu es normand. De temps en temps, tu dis bonjour au lieu de dire bonjour. Et tu t'exprimes comme un normand et tu utilises des données normandes. Il y a un prompt. Et donc, on travaille sur ce prompt. Ce prompt est très important. Et on travaille beaucoup pour essayer de faire que le prompt donne des bons comportements au système. Et ça, c'est la première base. Donc, ensuite, on veut un contexte normand. Pour avoir un contexte normand, on utilise des données normands et un encodeur. Donc en ce moment, on utilise un codeur standard du marché, mais en fait, notre idée, c'est que l'encodeur, il est caractéristique de nos données. Et donc, on voudrait vraiment le travailler sur l'encodeur et le fine-tuner sur nos données normandes pour qu'il encode correctement les données normandes et qu'il soit bien spécialisé. C'est très important parce que vous avez vu que la recherche d'informations va se faire par proximité, par similarité entre l'encodage de la question et l'encodage des réponses potentielles. Donc, cette forme dont on encode, il est super important. Voilà, on se pose même la question d'avoir des encodages différents en fonction des questions ou de type d'usage qu'on pourrait avoir. Voilà. Alors, il manque un dernier truc normand que j'aurais dû mettre ici, qui est la voix. Puisqu'on veut comprendre les dialectes normands, on veut un truc speech to text qui puisse prendre en compte en fait, des données spécifiques normandes. Et j'ai discuté avec les gens de Coher qui seraient intéressés pour collaborer avec nous là-dessus, parce qu'ils sont spécialisés dans le multilangue. Et puis, il se trouve que le québécois ressemble au normand. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est sympa. Donc, Coher, c'est le Mistral AI du Canada. Voilà. Alors, je regarde le temps, voilà. Donc, l'architecture d'inférence, ben, j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc là, ici, je détaille un petit peu les choses, comment les choses se passent pour aller. Donc, ça, c'est l'inférence. Donc, comment on va du prompt à la réponse. Et donc, on voit qu'on va avoir une certaine phase d'encodage, qu'on va utiliser LLM, la base de données vectorisée, pour rajouter les événements. Et puis, donc, la phase de modération qui va donner en fait, le retour sur les choses. Donc, les choses sont un peu compliquées au niveau de ces aspects-là, pour que ça marche bien. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus étonné, là, c'était au niveau du RAG lui-même. Donc, sur la partie RAG, donc nous, pour l'instant, on travaille sur des données qui sont récupérées, mais on veut faire du scrapping pour récupérer aussi des données. Donc on en fait un petit peu, mais on voudrait le faire massivement. Donc une fois ces données, il faut faire du nettoyage, du tagging. Donc on a la vectorisation, donc avec le modèle de vectorisation, c'est l'encodeur, et puis le stockage dans la base de données, donc qui va nous créer les bases de connaissances. Donc c'est le détail du schéma que je vous avais expliqué tout à l'heure, qui permet de faire effectivement le RAG. Donc dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Notamment, on doit utiliser des résumés. Le découpage est vraiment particulier. Donc, du coup, sur les frameworks, on utilise un couplage entre un VLM et un LLM. Et donc, on utilise Qdrant, je vous ai dit, c'est la base de données vectorielle qui marche bien. Donc, sur la vectorisation, on utilise un Qwen3 pour l'instant. Je n'en suis pas très content, mais c'est le modèle qui marche le mieux. Sur les LLM, donc on a testé plusieurs modèles, dont le Ministral, la 3, 14 milliards de paramètres. Donc pour nous, c'est des tailles qui vont bien, parce qu'on n'est pas. Donc ça permet d'avoir des temps de traitement qui sont assez courts et une infrastructure matérielle qui n'est pas trop importante. Ce n'est pas des énormes modèles, mais qui donnent quand même de très bons résultats. Donc on a testé aussi GPL, donc GPT-OS, le 20 milliards de paramètres.
donc pour que les choses aillent bien. Et sur l'embedding, c'est aussi un Qwen 3. Donc on a travaillé avec nos amis de Red Lab, une entreprise, ils adoraient Qwen 3, ils en mettaient partout. Donc voilà, c'est des modèles. Alors tous ces modèles sont open source, hein, ça c'est très important. Donc il y en a qui sont open weight, mais là ils sont surtout open source, les différents modèles de la mise en œuvre de tout ça. Donc visual pour les images, LM pour le texte et le modèle d'embedding pour calculer les proximités. Donc là, on a plein de choix à faire dans le système. Donc il y a le prompt système, les méthodes d'encodage, comment on découpe les systèmes. Et en fait, pour évaluer tous ces paramètres, il nous faut un golden dataset, c'est-à-dire un jeu de données de référence qu'on va utiliser. Et donc, moi je croyais que c'était facile à faire, mais en fait c'est très compliqué à faire. Déjà, les questions qu'on doit se poser, on ne les connaît pas toutes. Donc on compte beaucoup sur l'installation de notre système en public, donc à partir de la semaine prochaine, pour comprendre un peu quelles questions sont posées au système, mais aussi, une fois qu'on a les questions, quelles sont les bonnes réponses. Nous, ce n'est pas notre métier de donner les bonnes questions et les bonnes réponses. On fait des maths et de l'informatique, et donc tout ça est compliqué, mais on travaille dessus. Alors en tout cas, ce qu'on veut, c'est des systèmes qui fonctionnent correctement, donc qui retrouvent les bonnes sources, et qui résistent à la surcharge. Donc un des problèmes de ces systèmes, c'est quand on a des grosses bases de données, il y a tellement d'informations qu'il n'arrive plus à retrouver les bonnes informations. Donc, il faut vraiment guider le système pour arriver à retrouver les informations qui vont bien. Et donc on travaille tout sur un système d'évaluation. Donc on teste les différentes choses sur un dataset. Donc ça c'est le golden dataset d'évaluation. Et en fait, on le systématise. On utilise des techniques de LLM as a judge. C'est automatique. Donc c'est un autre modèle qui va juger de la qualité du modèle par rapport aux réponses fournies. Parce qu'en fait, on a des gros jeux de données et donc on ne peut pas les gérer à la main. On est obligé d'automatiser tout le process. Et donc on utilise un LLM lui-même pour évaluer la qualité des systèmes qu'on peut fournir. Donc sur l'évaluation, bon, je vois. Donc l'architecture technique, donc vers où on va. Donc c'est une architecture agentique. Donc là, pour l'instant, vous avez vu qu'on a l'architecture d'exploitation, on pose la question. Après, ou avant, on a l'extraction d'informations à travers le RAG. Et donc là, ce qu'on veut modifier, c'est tout le flux de données à partir des questions de l'utilisateur. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'un premier LLM simple, en fonction de la question, arrive à déterminer l'ensemble des actions à effectuer pour répondre à la question qui est posée. Et donc ça, c'est vraiment un agent. En fait, le flux de données par lequel on va passer, on ne le connaît pas a priori, il va être déterminé en fonction des questions qui sont posées. Voilà vers où on veut aller. Voilà. Alors, quelques mots sur l'infrastructure matérielle dans tout ça. En fait, on en a 3 infrastructures matérielles. Donc la première, c'est nos amis du client, ici. Donc on a environnement d'inférence. Donc en fait, ils nous ont donné l'accès à un système avec 2 cartes Xeon associées à 4 GPU NVIDIA. Donc c'est des V100, donc c'est des vieilles machines, mais pour l'inférence, même pas mal. On peut les utiliser. Bon, on a eu quelques petites difficultés parce que en fait, les bibliothèques évoluent tellement vite que en fait, les premiers modèles, on n'a pas réussi à les faire tourner sur les V100 parce que les bibliothèques n'étaient pas à jour. Donc il y a tout un travail qui est en cours pour continuer à mettre à jour ces différentes bibliothèques, donc qui marchent bien avec 5 Tera de disque. Enfin voilà, on est content. Ensuite, on a un environnement, nous, à l'INSA, d'ingestion et de développement. Donc ici, on a une RTX A5000 avec 24 Go de RAM et une RTX 6000. Donc on a voilà, avec 48 Go. Donc on a quand même une machine assez puissante, donc qui nous permet de faire à la fois l'encodage et d'avoir un vrai bac à sable aussi quand on veut faire différents tests. C'est sur cette machine qu'on les fait pour voir comment les choses se passent. Et puis, troisième machine, sur mon ordinateur, moi sur mon petit Mac, j'ai installé un N8N. Et puis j'ai un espèce de prototype où je mets mes petits blocs, mes petits dessins, et comme ça je peux très rapidement tester des idées, changer mon prompt système, regarder comment les choses se passent. Mais c'est mon bricolage, quoi. Je ne suis pas du tout en opérationnel, mais ça me permet très vite de voir si c'est une idée faisable ou pas faisable. Donc l'intérêt de N8N, c'est qu'en 2 heures, j'ai développé mon L4 local sur ma machine. Donc c'est un système intéressant. Donc en plus c'est allemand, N8N, donc c'est sympa. Et donc, si vous voulez prototyper de l'IA, je vous encourage à le faire. Et en fait, ça montre aussi, quand on veut développer ce type de système, on a une espèce de jouet sur sa machine. Après, on a bac à sable qui est plus structuré, qui est l'environnement de développement. Et puis,
on le distingue de l'environnement d'exploitation qui, là, doit être sécurisé, industriel, sur lequel on ne rigole pas quand on met en point les choses. Donc, en fait, on développe nos idées en local, on les teste sur notre machine de développement à l'INSA, et puis ensuite, on les porte à l'exploitation quand tout ça est prêt. Voilà. Bah, écoutez, j'en ai fini. Maintenant, on est presque au week-end, à moins que vous ayez des questions. Merci beaucoup Stéphane pour cet exposé. Je suis loin d'être une spécialisée LLM. Quand tu as parlé des modèles en fait pré-entraînés, moi j'avais cru comprendre que les modèles open source, il y avait des modèles dits de fondation qui étaient pré-entraînés. Alors ma question c'est, est-ce que vous utilisez des modèles de fondation pré-entraînés et ensuite vous les réentraînez sur les données normandes, ou alors vous partez d'une architecture, je vais le dire avec mes mots à moi, avec des poids aléatoires, voilà, et vous partez de zéro et vous entraînez avec vos données normandes. Voilà. Alors, non, on va utiliser des modèles qui sont pré-entraînés, mais en fait, il faut savoir que en fait, tu as des modèles à différents stades de pré-entraînement. En fait, tu vas avoir des modèles qui sont pré-entraînés, et puis après, ils vont être, par exemple, tu as des formats qui s'appellent Instruct, où ils vont être, comment dirais-je, dressés sur des bases de données Instruct pour avoir des comportements, et des modèles aussi qui sont spécialisés pour avoir déjà des chaînes de raisonnement. Donc en fait, tu as différents types de modèles, et donc nous, on va utiliser des modèles sur étagère, et pour l'instant, on les utilise tels quels. Donc parce qu'on sait pas, on n'a pas d'expérience de fine-tuning, et c'est délicat. Et donc, si on avait beaucoup d'énergie, je mettrais un peu de l'énergie dessus. Mais pour l'instant, si tu veux, ce qu'il faut, c'est avoir un pipe de fine-tuning, parce que des modèles, on en change pratiquement tous les 15 jours. Tu vois, il y a un nouveau modèle qui arrive, on le teste, est-ce qu'il est moins bien, mieux, on fait évoluer les choses. Donc en fait, on ne peut pas aujourd'hui dire, tiens, je fais fine-tuner mon modèle, c'est celui-là qui va marcher. Non, parce que dans 15 jours, je vais avoir un nouveau modèle, ou dans 6 mois. Donc il faut que j'ai, si je veux fine-tuner, il faut que j'ai un pipe de fine-tuning, que je ajuste mes données sur ces modèles, quoi. Mais du coup, par rapport au point soulevé par Alexandra, il n'y a pas de potentiel problème par rapport à ces modèles déjà pré-entraînés qu'on récupère sur étagère ou pas? Si, il y a tout à fait un problème. Ok, voilà. Merci. Non, mais voilà. je voulais juste comprendre. Alors, voilà, mais donc il faut bien voir par rapport à ce que dit Alexandra, c'est que nous, le service, il est gratuit, c'est un projet de recherche et d'innovation, donc on est plutôt du côté recherche, et on open de l'open source, donc on ne fait pas de business avec. Donc je ne sais pas trop, c'est intéressant de lui demander justement, est-ce qu'on a, enfin pour l'instant les juristes ne nous ont pas interdit à utiliser les modèles open source qu'on voulait pour ce qu'on cherchait à faire. Voilà, oui, tout à fait. Non, mais on peut imaginer, si tu voulais en faire un service commercial par exemple, bah, peut-être les questions se poseraient, quoi. Voilà. Mais tu vois, le fine-tuning, c'est un problème, aujourd'hui sur la structure juste du LLM, c'est une question difficile, surtout étant donné l'évolution des modèles, quoi. Ça évolue très très vite. D'autres questions? On a le temps pour 1, 2, 3 questions. Passez. C'est déconnecté, Stéphane, c'est sur le pari dont tu parlais sur les véhicules autonomes, parce que ça fait pas mal d'années que Elon Musk avance que le véhicule autonome c'est pour l'année prochaine, et j'ai pas l'impression que, au moins en Europe, on s'en rapproche vraiment. Alors oui, donc Elon Musk n'y arrivera pas, et ça ne sera pas en Europe. Voilà. Mais donc c'est Waymo qui était, donc à la fin de l'année, ils étaient sur 4 villes, donc ils revendiquaient pratiquement, ils étaient de l'ordre de 30 000 voyages payants par jour sur les 4 villes. À San Francisco, c'était pratiquement la moitié du marché qui était occupé par Waymo. Et en fait, cette année, ils veulent se déployer dans 10 villes, et ils annoncent pour la fin de l'année pratiquement 1,5 million de voyages payants par jour. Donc, en fait, ce n'est pas massif toujours partout, on n'est pas dans tout ou rien, mais en fait, ça va se déployer de manière significative. Donc, il y a des tests en ce moment à Tokyo et à Londres, pour que je sache, en tout cas de Waymo. J'ai vu d'autres tests aussi en Allemagne avec des Chinois, donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Donc, pour l'instant, à Londres, par exemple, et à Tokyo, il y a des safety drivers, donc ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est des services commerciaux, hein. Vous allez à l'aéroport, vous appelez votre taxi, il arrive, vous montez dedans, il vous amène à l'aéroport, il n'y a pas de chauffeur.
Bon, il y a d'autres sécurités derrière. Donc c'est en fait ce déploiement qui va se passer. On va passer de 4 villes à 10, peut-être 12 villes. Et donc on va passer d'un truc, tu vois, de 30 000 par jour à presque 1 000. Enfin, il va y avoir un saut comme ça, on va gagner 1 ou 2 zéros. Et en fait, derrière ça, il y a quand même des chauffeurs de taxi qui vont perdre leur boulot. Donc ce n'est pas le véhicule autonome partout et toujours, mais c'est en tout cas au niveau du taxi autonome, ça va se déployer. Et donc le corollaire, ça reste aussi au niveau des transports. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais il y a des applications de transport où il n'y a pas grand monde. Je pense à la Norvège, où ils vont dans le Grand Nord. Où il peut y avoir d'autres applications que je ne connais pas bien. Mais en tout cas, sur les progrès de Waymo, s'il n'y a pas d'accident massif, il y a eu un shutdown à San Francisco, tous les taxis sont arrêtés en ville. Donc ça c'est chaud, quoi. Donc s'il n'y a pas de problèmes majeurs comme ça qui peuvent arriver, ça va continuer à se déployer cette année, enfin l'année 2026 pour être l'année où on le voit vraiment se déployer vraiment massivement, bon, principalement aux États-Unis. Les Chinois aussi sont à fond, hein. Mais c'est un peu bizarre les résultats là-bas. C'est dur d'avoir de l'info aussi. J'ai une petite question. On a parlé en introduction de ta double casquette aussi au ministère. Est-ce que ce projet a un lien Alors, pas du tout. Voilà. Donc, est-ce que tu peux reparler un petit peu aussi de ton expérience? Oui, alors, à la fois pas du tout, mais à la fois, c'est vrai que donc d'avoir une vision globale, ces questions de souveraineté, ça n'aurait peut-être pas venu à l'idée si je ne travaillais pas au ministère, que je comprenais, enfin, je voyais un peu les choses qui se passent. Je pense que notre identité, elle passe aussi par la maîtrise de nos données et la maîtrise de ce qu'on est. Et c'est vrai qu'on voit les luttes informationnelles aujourd'hui entre Grok, qui serait le truc de Musk, et puis OpenAI. Enfin, on voit que ces choses sont tout sauf neutres. Elles ne sont pas neutres. Elles portent, elles véhiculent des choses. Donc autant qu'on se les approprie et qu'elles véhiculent nos valeurs et ce qu'on représente. Merci. Moi, j'avais justement une question par rapport à cette notion de souveraineté. Donc, notamment, vous utilisez des modèles de Mistral AI, c'est ça? Ouais. Donc, est-ce que... alors, les autres, je ne sais pas exactement les autres bibliothèques d'où elles viennent, mais est-ce que dans ta conception, pour la vraie souveraineté, il faudrait que tout soit tout souverain, d'un bout à l'autre, un pipeline complètement souverain? Est-ce que, parce qu'en fait, en Europe, à part Mistral AI, qu'est-ce qu'il y a de... Alors oui, donc on utilise, je t'ai vu, Qwen, c'est un modèle chinois. Hein. C'est chinois. Ouais, donc c'est chinois, développé par Alibaba. Donc on les teste. On a aussi utilisé donc l'open, c'est un modèle d'OpenAI qu'ils ont délivré en open source, qui n'est pas un mauvais modèle. Voilà. Donc ma vision, c'est que nous, le développement d'un nouveau modèle from scratch, c'est quelque chose d'extrêmement gourmand, enfin en plein de choses, quoi. Et c'est pas notre vocation que de le développer. Alors après, ce qu'on pourrait essayer, effectivement, c'est de fine-tuner un modèle pour le rendre plus normand. Donc vraiment le cœur du LLM. Mais là encore, ça demande une expertise, il faut faire bien attention à ce qu'on veut faire. C'est beaucoup plus... C'est un niveau... comment dirais-je, ça demandera un projet en lui-même qui dépasserait ce qu'est Hellcat. Donc la vision pour l'instant, c'est de développer facilement les choses sur lesquelles on peut travailler. Tu as vu le prompt system, ça c'est pas grand-chose. Les données normandes, ça c'est le truc principal, c'est vraiment valoriser nos données. Et après, mes efforts, si j'en ai, c'est sur l'encodeur, parce que ça c'est plus simple et ça peut être plus spécifique en fait à fine-tuner. Donc là encore, dans les encodeurs, il y a du pré-entraînement d'encodeurs génériques, puis après ils sont fine-tunés en fonction de différents systèmes. Donc il y a des encodeurs, il y a des gens de Central Supélec qui ont développé un très bon encodeur, j'ai vu qui était générique, qu'on pourrait fine-tuner sur des données normandes, pour qu'ils soient vraiment spécialisés sur ces données. Donc concrètement, moi, Mistral AI, ça me va bien. Donc, alors, pour répondre concrètement, il y a d'autres initiatives européennes. Donc, il y a EuroLLM, qui vise à développer des modèles open source, mais ils ne sont pas très bien classés dans les classements internationaux. Je ne les ai pas testés. Donc, en France, on a développé Lucie. Donc, Lucie est un modèle, toi, comme disait Alexandra, il a été parfaitement contrôlé sur les données. Il a été entraîné que sur des données open source qui ont été contrôlées. Tout a été transparent, fait dans leur... Lui, il est complètement légal, mais en fait, il a été bâché quand il est sorti parce qu'il n'avait pas les performances d'OpenAI. Mais c'était un contresens, parce que c'était un projet de recherche qui visait à démontrer qu'on pouvait construire un modèle avec des données propres, et ça c'était super. Et en fait, il fallait le prendre comme une première marche et continuer à travailler sur Lucie pour arriver justement au niveau de ces modèles ouverts, mais toujours avec une démarche qui soit donc contrôlée, open source. Alors, donc ça, c'est les modèles que je connais. Après, il faut citer quand même Flux, parce que s'il y en a qui utilisent Banana, mais Banana, c'est moins bon que Flux. Et Flux, c'est Black Forest Lab, donc c'est un modèle allemand qui est super open source pour générer des images. Moi, je le trouve le meilleur. Et en fait, il faut savoir que quand vous faites un prompt sur Flux, vous lui demandez, tiens, génère-moi l'image qui fait je sais pas quoi, une banane qui fait ci. Eh bien, en fait, votre prompt, il va passer par un Mistral, un modèle de Mistral, qui va reformuler le prompt, qui soit bien adapté à Flux
pour que l'image qui sort de Flux soit la belle image que vous avez rêvée en demandant juste une image de banane. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'on a une collaboration franco-allemande entre une boîte française, Mistral, qui fait les modèles, Flux qui fait les modèles d'image, et c'est super. Donc N8N, je vous en ai parlé. Donc le dernier européen que j'adore, moi, c'est Lovable. Qu'est-ce qui connaît Lovable? Ouais. Donc c'est un modèle de ce qu'on appelle de vibe coding. Donc vous décrivez ce que vous voulez faire, et en fait, il va vous générer une appli. Et si vous décrivez bien l'appli, vous pouvez la télécharger dans GitHub, ça tourne direct. C'est quand même assez impressionnant. Donc ce n'est pas du code, c'est du prototypage, mais c'est vraiment cool. Et c'est européen. Donc enfin, on se bat la coupe des fois qu'on est nul en Europe, mais là, on a Mistral AI, on a Black Forest Lab, on a N8N, et on a donc Lovable, c'est super. Et OpenClaw. OpenClaw, c'est un chercheur autrichien qui l'a développé, hein, tout seul dans son jardin. Donc voilà, c'est un modèle donc il faut faire très attention. Hein. Faut pas le connecter avec un truc payant parce que ça peut vous coûter très cher. Mais vous pouvez le connecter en local sur votre machine avec un modèle open, comme les modèles, un Mistral. Là, je vous ai dit le Mistral 3 14B, il est parfait, ou un Mistral ou un DevStral, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc vous l'utilisez en local avec Olama sur votre machine, avec un DevStral en local. Donc vous payez rien, vous êtes sûr. Donc vos données, elles ne seront pas exportées, donc elles vont rester sur place. Donc le dernier point, c'est que vous avez quand même des failles de sécurité. Hein. Le truc n'est pas sécurisé. Donc pour sécuriser, il faut peut-être acheter une machine à côté. Donc ils disent qu'il faut acheter un mini-Mac à côté pour le faire tourner ou un truc. Bon, il faut faire attention aux problèmes de sécurité aujourd'hui, mais ça peut être un outil qui va être très intéressant. Et c'est un outil open source développé aussi en Europe. Donc on a quand même des super champions en Europe, des super opportunités pour développer. Et je parle pas, il y a plein de trucs. Je regardais Dust la dernière fois, c'est une super plateforme aussi pour développer des IA. Enfin, il y a plein d'outils français et européens qui sont géniaux. Quoi. Ah, un peu d'enthousiasme avant le week-end, c'est pas beautiful ça? Bon, bah, merci, on va peut-être conclure sur ces mots. Merci Stéphane.